Entre un Nadal qui est devenu un intermittent du spectacle depuis Wimbledon 2022 et Novak Djokovic qui enchaîne les défaites contre des randoms, franchement, ça promet Roland-Garros. Et ça m'étonnerait même pas que d'ici quelques jours, Benoît Paire soit l'un des favoris. Même toi, Richie, t'as une chance pour le faire 40 ans après Yannick. Roland-Garros, c'est dans 38 jours et on continue de faire le point avant le second grand chelem de l'année, sachant qu'il reste encore deux grands événements, Madrid et Rome, avant le majeur Porte d'Auteuil. On commence tout de suite avec l'ami Rafa parce que depuis Wimbledon 2022, je suis pas sûr qu'on puisse dire que l'Espagnol est un joueur de tennis. 13 matchs disputés, 5 victoires pour 8 défaites. Et comme le rappelait Josh dans le précédent live, c'est seulement 3 matchs en 2023, sachant que sa défaite contre Cameron Norrie, c'était le 31 décembre 2022. Depuis sa défaite au second tour de l'Open d'Australie contre McDonald, l'Ibérique avait communiqué, il avait dit qu'il avait passé une IRM et que ça montrait une lésion de grade 2 dans le psoas iliaque de sa jambe gauche et qu'il devait se reposer, faire de la kinésithérapie anti-inflammatoire et que le temps de récupération normal était de 6 à 8 semaines. Et là, en début de semaine, après Monaco et Barcelone, il a dû annoncer son forfait pour Madrid sur son compte Instagram. Déjà, qu'on se le dise, quand il commence un post comme ça par « Hola todos », c'est pas bon signe, ça pue. Et on a pu le voir en vidéo, il s'exprimait par rapport à sa blessure, son ressenti. Les médecins lui avaient annoncé des délais de 6 à 8 semaines pour s'en remettre. Là, il en est à 14 semaines, il a toujours des douleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la blessure ne s'est pas résorbée, ce qui fait qu'il ne peut pas s'entraîner à intensité maximale et s'est conforté par rapport aux vidéos de ses entraînements qu'on a vues où quasiment on ne le voyait pas se déplacer de façon latérale et les peu de vidéos qui ont fuité par rapport à ses déplacements latéraux, il était très lent, souvent en retard et certes il y a pas mal de vidéos où il tape coup droit sur coup droit, mais pour gagner un match de tennis, je t'apprends rien, il faut se déplacer sur les côtés et d'arrière vers l'avant et là Nadal il ne le faisait pas du tout. Ce qui fait qu'il vient de commencer un nouveau traitement. Déjà, moi personnellement, j'y comprends rien. On t'annonce 6 à 8 semaines, t'en es à 14 semaines et tu commences un nouveau traitement que maintenant. Après 9 semaines, 10 semaines, je pense qu'il fallait s'interroger, se dire attends, ça n'a pas marché mon traitement, faut que je tente quelque chose de nouveau parce que j'ai des échéances. Roland-Garros approche à grands pas et là il ne commence que maintenant, donc ça me semble vraiment une course contre la montre pour le voir porte d'Auteuil. Si on s'intéresse un petit peu aux échos des médias espagnols qui avaient déjà il y a quelques jours pressenti son forfait pour Madrid et le fait qu'il était incertain pour Rome, qu'est-ce que ça dit? Ça confirme qu'il a tenté un nouveau traitement, que là il a dû arrêter l'entraînement, qu'il va se laisser 2 semaines pour voir les effets de ce traitement, voir si ça fonctionne ou non, ce qui nous amène au 8 mai à la fin de Madrid et une fois qu'il aura passé des examens, testé ses sensations, s'il se sent bien, il va reprendre l'entraînement petit à petit pour avoir un bloc de 3 semaines pour être prêt pour Roland-Garros. Ça veut dire quasiment faire une croix sur Rome parce qu'il ne pourrait s'entraîner que d'ici 2 semaines quand ça va être le début du tournoi italien et à mon avis il va vouloir monter en puissance, en intensité dans ses entraînements, donc ça veut dire pas participer au Masters 1000. Par contre, si le traitement ne réagit pas de façon positive au bout de ces 2 semaines, donc la semaine du 8 mai, s'il n'arrive pas de nouveau à s'entraîner, qu'il ne retrouve pas de bonnes sensations, là il va devoir faire une croix sur Rome mais également sur Roland-Garros. Donc bien sûr tout ça n'est pas officiel, c'est les bruits de couloir des différents médias qui sont proches du clan Rafa, mais si je résume ça veut dire quand même 99% de chance de ne pas le voir à Rome et le fait de le voir à Roland-Garros ou non ça va dépendre de son traitement, comment il réagit dans les 2 semaines à venir. Donc je pense que la semaine du 8 mai ça va être crucial de surveiller les réseaux pour voir s'il s'entraîne de nouveau et comment il s'entraîne. En plus tu rajoutes à ça qu'il a perdu son beau-père cette semaine, ce qui fait que ça commence à s'enchaîner pour Nadal, les déconvenues, les mauvaises nouvelles et que mentalement ça doit devenir très compliqué. La question que l'on peut se poser c'est quelle serait la suite pour l'Espagnol, une fin de carrière? Franchement s'il ne participe pas à Roland-Garros, pour moi c'est impensable qu'il prenne sa retraite sans avoir joué une dernière fois dans son tournoi qu'il a gagné 14 fois pour remercier ses fans. Ce qui fait que s'il est forfait pour le majeur parisien, je pense qu'il pourrait prolonger sa carrière au moins jusqu'en 2024 pour faire potentiellement une tournée d'adieu. Et on en parlait avec les chroniqueurs et Greg a évoqué la possibilité qu'on ne revoie pas Nadal sur les cours en 2023 et qu'en 2024 il utilise son classement protégé justement pour rentrer dans les tableaux sans passer par les qualifications parce que s'il ne participe pas à Roland-Garros, il va perdre 2000 points, il va sortir du top 100 ce qui serait vraiment une grande première pour lui. C'est vrai que c'est un peu sombre la notion de classement protégé, c'est pourquoi je t'ai affiché les règles de l'ATP. Un joueur peut demander d'avoir un classement protégé au représentant de l'ATP lorsqu'il est physiquement blessé et qu'il ne participe à aucune compétition de tennis pendant une période minimale de 6 mois. La demande écrite doit être reçue dans les 6 mois suivant son dernier tournoi.
Donc là, si on part du principe que Nadal ne participe pas à Rome, il va perdre 270 points, ce qui fait qu'il va se retrouver à 2445 points. Logiquement, il serait 16e, ce qui fait qu'en 8e de finale, il a 50% de chance de jouer Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. Si je te résume tout ça, dans le meilleur des cas, le nouveau traitement de Rafa fonctionne, ce qui fait qu'il a un bloc de 3 semaines pour s'entraîner et monter en puissance pour arriver prêt à Roland Garros, mais ce qui veut dire également zapper Rome pour faire vraiment une session d'entraînement dédiée où il va monter en intensité petit à petit. Et dans le pire des cas, ce traitement, il ne réagit pas positivement à ses effets et il devrait faire une croix sur Rome et Roland Garros. Et là, c'est vraiment dommage parce que la fin de carrière de Rafael Nadal fait vraiment écho à celle de Roger Federer qui a eu une blessure un peu anodine à l'Open d'Australie 2020 et qui n'a cessé de repousser son retour pour finalement finir à Wimbledon sur un 6-0 contre Hubert Hurkacz. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tout ça est intervenu comme Rafa après une exhibition en Amérique du Sud pour Roger Federer, c'était fin 2019. Là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que Djokovic devrait se réjouir des déboires de son illustre rival, mais même pas parce que le Serbe inquiète tout autant. Depuis son titre à l'Open d'Australie, c'est 5 victoires pour 3 défaites, et sur terre battue, c'est 2 victoires pour 2 défaites. Parce que oui, il s'est incliné à Banja Luka contre son compatriote Dusan Lajovic en 2-7, il avait déjà concédé un set dans son entrée en lice contre Luka Van Naché. Et là, il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Déjà, il a converti une seule balle de break sur les 16 occasions qu'il s'est procuré, ce qui fait un ratio de 6%. Et surtout, son état physique pose question. Et comme je te l'avais dit dans mon analyse d'après-match du Van Haché-Djokovic, je te mets le lien ici ou ici, je sais jamais pour que tu ailles voir ça. Les deux problèmes du Serbe à l'entame de la saison sur terre battue, c'est le cardio et la puissance, notamment côté coup droit. Le cardio, pourquoi ? Parce que depuis quelques années, soit il n'a pas la possibilité de concourir au Sunshine Double, soit il ne fait pas grand-chose, sachant que ses derniers titres là-bas remontent à 2016. Et en plus, il doit s'acclimater à la terre battue, qui est une surface différente, plus exigeante, où il y a plus d'échanges, il faut un peu plus construire le point. Et un Djokovic qui revient comme ça avec peu de repères, peu de rythme, il doit reconstruire son cardio, son souffle, c'est normal. Et souvent, c'est pas ça, notamment au niveau de son petit jeu, de son jeu de jambes par rapport à son placement, il peut aller rapidement à la faute. Et le deuxième point, c'est son coup droit, sa puissance, parce qu'on sait il est très bon côté revers, mais sur la terre battue, il doit dicter les points avec son coup droit, se montrer agressif avec. En témoigne d'ailleurs ses victoires contre Nadal sur cette surface où à chaque fois c'était avec le coup droit court croisé où il arrive à le sortir du court. Et là, il doit trouver le bon équilibre en termes de puissance, notamment pour déployer son service plus simple. Il doit faire un effort supplémentaire. La terre battue n'est pas une surface naturelle, ce qui fait qu'il a un temps de préparation supplémentaire sur cette surface pour justement s'y acclimater. C'est comme toi, quand tu arrêtes le sport et que tu reprends, tu vas avoir des courbatures, des douleurs inhabituelles. Et je pense que c'est pareil pour Novak Djokovic, sachant que c'est un petit peu contre nature. Chez lui, il doit plus forcer côté coup droit, mettre un petit peu plus de puissance. C'est pourquoi je pense qu'il sollicite des muscles différents et notamment peut-être cette gêne au niveau du coude, de l'avant-bras est expliquée par ça et peut-être qu'il nous cache d'autres choses. Mais pour moi, c'est plus cette acclimatation à la surface qui lui pose ses pépins physiques. Et même si Djokovic a fait des erreurs inhabituelles, il a mené 5-3 dans le tie-break, il a fait ce Djoko match, il avait tout pour emmener son adversaire dans un troisième set et on sait l'avantage psychologique qu'il aurait eu contre lui, d'autant plus contre un compatriote. Mais il faut quand même louer le match de Dusan Lajovic qui fait une très belle performance. On sait, il est à l'aise sur terre battue, 8e de finaliste à Roland Garros en 2014, finaliste à Monte Carlo où il s'incline en finale contre Fabio Fognini. Il a utilisé la bonne tactique, il a bien tenu dans la diagonale revers, il n'a pas hésité à attaquer longue ligne avec son superbe revers à une main, et surtout, ce qu'avait fait Carlos Alcaraz à Madrid en 2022, Dusan Lajovic a su le reproduire notamment au service. Je parle côté avantage, où le Serbe servait kické sur le revers de Djokovic, et derrière, il suivait au filet avec une petite volée courte. Ça a énormément fonctionné sur les balles de break. Après, Lajovic en a sauvé pas mal. D'autres, c'est Djokovic qui a commis l'erreur. Mais voilà, il faut quand même rappeler la belle perf de Dusan. Et on a vu un schéma qui est de plus en plus fréquent chez Djokovic quand il est impuissant sur terre battue parce que physiquement il ne tient pas la cadence ou parce qu'il n'a pas le bon équilibre de puissance au niveau de son coup droit pour mettre son adversaire loin de la balle, c'est qu'il va user de l'amorti. Et j'ai trouvé une stat assez intéressante sur les 52 dernières semaines. Djokovic, il a fait en moyenne 1,5% de fois l'amorti sur les points qu'il a disputés et c'est une réussite de 23,6%. À titre de comparaison, Alcaraz, c'est une fréquence de 3,3% pour une réussite de 40,8%. Donc on voit que Novak Djokovic, finalement, c'est pas un schéma qui est payant pour lui. Contre Luka Van Haché, le Français anticipait très bien les amortis du Serbe et ça a été exactement pareil contre Lajovic. Si je peux te rassurer, une chose est sûre, la préparation sur terre battue depuis 2021 du Serbe est ultra constante. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, il s'incline à Monte Carlo contre Dan Evans. Derrière, il perd à Belgrade contre Karatsev. Il ne participe pas à Madrid
Il fait finale à Rome où il s'incline seulement contre Rafael Nadal alors que la veille il a enchaîné coup sur coup Tsitsipas et Sonego et pourtant il tient tête au Mallorquin. Derrière à Belgrade chez lui il va s'imposer mais il va galérer contre Martin, contre Morin, contre Molcan et pourtant il va décrocher le titre à Roland-Garros. En 2022 c'est une défaite d'entrée contre Davidovich Fokina à Monaco. Derrière à Belgrade il perd en finale contre Rublev en ayant galéré contre Djere Kekmanovic Kachanov. Il fait beaucoup mieux à Madrid avec une demi-finale, un super match contre Alcaraz et surtout il s'impose à Rome et il arrive derrière en quart de finale à Roland-Garros où il est stoppé seulement par un monumental Rafael Nadal. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour la suite, sachant qu'il a déclaré forfait pour Madrid? D'un point de vue factuel, oui ça l'est, parce que je suis sûr que le Serbe aurait préféré arriver porte d'Auteuil avec une bonne dose de confiance, des titres, des finales, d'autant plus qu'il va sur ses 36 ans et que cette année finalement il a disputé un seul tournoi en étant en pleine possession de ses moyens. Il a contracté une déchirure musculaire à Adélaïde, il l'a traîné à l'Open d'Australie, là à Monte-Carlo, Banja Luka, il y a eu cette histoire du coude, on l'a senti pas au top physiquement d'après ses déclarations. Donc oui, ça c'est inquiétant, je suis totalement d'accord. Par contre, on a une tendance qui est vraie depuis 2016 et qui est encore plus prononcée en 2021-2022 où finalement Djokovic commence toujours assez doucement sur terre battue et petit à petit il va monter en puissance et finalement pour lui le juge de paix c'est Rome parce que c'est à Rome qu'on va le juger s'il fait un first ou un second tour à Rome. Là forcément il faudra tirer la sonnette d'alarme. Par contre s'il va en finale ou s'il gagne le titre, là ça sera normal, il aura accumulé sa bonne dose de confiance et il sera prêt pour Roland-Garros. Surtout qu'hormis si Medvedev fait un sans faute à Madrid et à Rome, Djokovic est quasi assuré d'être au pire deuxième pour Roland-Garros. Et c'est peut-être le raisonnement inverse qui aurait pu nous inquiéter que Djokovic atteigne trop rapidement son pic de forme sur terre battue. S'il avait été au top à Monte-Carlo, ça aurait été dur à maintenir un tel niveau et après il y aurait une phase descendante et ça aurait été plutôt mauvais signe pour Roland Garros. Au fait, nous c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On a en ligne de mire bien sûr Roland Garros. Alors si tu ne veux rien manquer de notre contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu smatches le bouton pour t'abonner et t'actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et là tu vas me dire, et le reste, ça donne quoi Cons ? Alcaraz, il est encore en lice à Barcelone. Là, il est en demi-finale contre Dan Evans. Il a toutes ses chances de s'imposer, de rallier la finale. Je le trouve pas forcément rassurant. Cette semaine, il a eu des gros combats contre Bautista Agut et Davidovich Fokina. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'il avait montré à Indian Wells et Miami, c'est un petit peu plus brouillon, je trouve, chez le jeune espagnol. Pour le moment, sur terre battue, sur cette saison 2023, c'est 11 victoires, 1 défaite. Et sur ces 12 matchs, il a concédé 5-7. À titre de comparaison, sur dur, c'est 10 victoires, 1 défaite. Et il a perdu seulement 2-7. Ça montre la différence de ses sensations par rapport au dur et à la terre battue. Et ça conforte un peu plus l'opinion publique que Alcaraz préfère le dur, ce qui est totalement vrai, par rapport à la terre battue. En effet, la terre battue est une surface un petit peu plus lente. Il y a plus d'échanges, plus de rallyes. Et quand on a un joueur agressif comme Alcaraz qui prend énormément de risques des deux côtés sur toutes les frappes, ça lui donne une chance supplémentaire d'aller à la faute, de se frustrer. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu contre Davidovich Fokina, contre Bautista Agut, où il faisait vraiment des fautes qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Floride et en Californie. Et son service aussi qui est beaucoup moins efficient, je trouve. Et après ses adversaires, s'ils arrivent à l'installer dans la diagonale revers, notamment avec le revers court croisé, il a du mal à négocier cette balle comme ça avait été le cas contre Alexander Zverev en quart de finale à Roland-Garros l'an dernier. Et comme ça a été dit de nombreuses fois, forcément il fera partie des favoris à Roland-Garros, mais pour le moment, il a tout à montrer dans ce grand chelem. Il a triomphé certes à l'US Open, c'était sur dur, donc une surface qui lui va beaucoup mieux. Là, l'an dernier, on s'attendait à le voir en demi-finale. Il a trébuché sur Alexander Zverev en 4-7 en quart de finale. Il a eu des matchs compliqués, notamment contre Albert Ramos. Donc ça va pas être si évident que ça pour le jeune Ibérique. Ensuite, on a Tsitsipas qui depuis sa finale à l'Open d'Australie, c'est 8 victoires pour 4 défaites, dont 5 victoires, 1 défaite sur terre battue. Là, il est en finale à Barcelone, c'est sa 3e finale là-bas sur 5 participations. Mais si on compare par rapport à ce qu'il a fait en 2021 et 2022, c'est moins bien parce que en 2022 c'était 7 victoires consécutives, il s'impose à Monte-Carlo et ensuite il va en quart de finale où il perd contre Alcaraz en 3-7, et en 2021 c'était 9 victoires consécutives où il est stoppé seulement en finale de Barcelone en 3-7 par Rafael Nadal. Et on peut le voir, il semble toujours un petit peu gêné à son épaule où il avait un bandage là dans son match contre Lorenzo Musetti, et c'est toujours très compliqué pour le grec quand on arrive à l'enfermer sur son revers, même si l'italien fait pas un super match, il y a eu souvent des breaks, et il peine vraiment
à être conquérant et il y a un schéma de jeu qui semble marcher sur lui, même sur terre battue, même s'il arrive plus facilement à se décaler et à utiliser la lourdeur de son coup droit qui fait très mal sur cette surface. Enfin, on peut parler d'un Rublev qui là est à 8 victoires de suite sur terre battue, titré à Monte-Carlo en finale à Banja Luka où il a toutes les chances de défendre son titre acquis l'an dernier à Belgrade, d'un Holger Rune qui a 6 victoires, 1 défaite sur terre battue, là il est en finale à Munich comme l'an dernier, pareil que Rublev, ou encore d'un Yannick Sinner, 5 victoires, 1 défaite, et lui c'est plus physiquement que ça va coincer, on l'a vu déclarer forfait à Barcelone parce qu'il a trop enchaîné, qu'il se sentait un petit peu émoussé physiquement, et c'est souvent à partir de cette période qu'il coince parce qu'il a beaucoup enchaîné sur le premier trimestre de l'année. Encore une fois, comme je te le disais, Roland Garros c'est dans plus d'un mois, il y a 2 Masters 1000 qui vont se disputer, Madrid, Rome, les choses peuvent changer, mais pour le moment on a un groupe de favoris qui n'est pas très convaincant ou qui est amoindri physiquement, Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Alcaraz, même si chacun finalement a des petits problèmes, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à dégager le favori de Roland Garros. Ensuite, on a ces joueurs qui peuvent jouer les troubles fêtes, Holger Rune, Rublev, Medvedev, Sinner, Fritz qui jouent bien. Et derrière, tu as tout le reste et tu as notamment ces joueurs qui sont dans les choux comme un Auger-Aliassime, un Berrettini, un Dominic Thiem ou un Casper Ruud qui certes a gagné à Estoril, c'est 7 victoires pour 2 défaites, mais peine à retrouver de la confiance et lui il va devoir défendre pas mal de points avec cette finale notamment à Roland Garros. Et c'est pourquoi j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu penses du niveau de jeu actuel par rapport à ces quelques mois qui ont été écoulés. On a beaucoup de joueurs en méforme, on a des joueurs qui vont avoir des pics de forme mais ils ont du mal à accorder leur violon. C'est pourquoi je t'invite à aller visionner ce débat qu'on a fait en live et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.